Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue. La FESI vit-elle ces dernières heures? Tout porterait à le croire au vu des derniers événements auxquels nous avons tous assisté. Nous en parlons dans les détails sur ce grand talk qui démarre maintenant. La FESI vit-elle ces dernières heures? Madame, Monsieur, encore une fois, bonsoir et bienvenue. Merci de votre fidélité à ce programme. Hier, nous en parlions, la note du procureur de la République dans la nuit du 29 au 30 septembre 2024 annonçait la mort, voilà, la mort de l'étudiant Mars Aubin Deagoué, alias Général Sorcier, 49 ans, étudiant en Master 2, option anglais. Ce dernier, donc, serait le principal opposant au secrétaire général de la FESI, le nommé Camboussier. Et justement, en fin d'émission, j'annonçais que le secrétaire général de la FESI aurait été arrêté. Aujourd'hui, la confirmation, l'affaire est confirmée. Il a été arrêté avec plusieurs de ses amis. Daoud, avec vous, nous revenons sur les faits. Je pense que déjà hier, on expliquait la situation de crise qu'il y avait à la FESI depuis des mois et des mois. Après l'accession à la tête de la FESI de Camboussier, il y a eu une dissidence au sein de la FESI et les autres dissidents se sont repliés au niveau d'Abobo pour essayer d'aller très vite. Ce qui se passe, c'est que Camboussier a été arrêté hier par les éléments de la BRI, c'est la Brigade de recherche et d'intervention, parce que le nom du secrétaire général national de la FESI, Camboussier, est cité dans une affaire de meurtre, notamment de Aubin Mars Deagoué. Mais n'oublions pas que 2 semaines avant, il y a eu une autre personne qui a été tuée encore un autre mort dans le même coin. Donc finalement, la FESI qui est généralement confrontée à la police de la circulation, qui est soit police de la circulation ou la brigade anti-émeute, mais cette fois, finalement, l'affaire est montée d'un cran, puisque cette fois, l'affaire se criminalise. Et donc, puisque un certain Abdul Karim qui avait été arrêté, est passé aux aveux, a dit qu'il avait été envoyé par M. Camboussier afin d'appeler Deagoué pour des conciliabules. Finalement, les enquêtes ont été menées au Pétro-Ivoire jusqu'à ce qu'on arrive au campus. Deagoué a été enlevé, molesté et il a été retrouvé mort au CHU du Cocody. Ce qui a envoyé des échauffourées hier au niveau du campus. Mais ce que je tiens à préciser, M. Camboussier était parti pour une audition. Et lors de l'audition, j'avoue... Là, c'est le film de son arrestation maintenant. De son arrestation que je suis en train d'expliquer maintenant. Et au départ, il n'était pas parti dans le but de se faire arrêter. Il n'était pas parti pour se faire auditionner. Il est venu avec, comme on le connaît si bien, une multitude de personnes. Mais finalement, quand ils sont venus, la police a découvert des caches, des machettes, des gourdins, des gris-gris. Finalement, on se demande, avons-nous affaire aujourd'hui à des étudiants ou à des féticheurs? Parce que je pense que c'est les féticheurs qui se promènent avec des gris-gris. Voilà, mais beaucoup de machettes ont été retrouvées au sein du campus universitaire. Et même les étudiants qui étaient venus accompagner le secrétaire général national de la FESI au niveau de la BRI avaient sur eux des machettes et des gourdins. Très bien. Alors, nous allons bientôt ouvrir le téléphone pour avoir vos avis sur toute cette affaire. Et je le disais à l'entame de ce temps d'antenne, est-ce que la FESI vit ces dernières heures? Mais essayons de revenir un peu sur la création de ce mouvement. C'est avec vous, Marius Komoé. Comment est-ce que la FESI a été créée? Pourquoi elle a été créée? Le rôle assigné à cette organisation était tout simplement la défense des droits et la protection des intérêts des étudiants. Et la FESI a été créée avec le vent du multipartisme dans les années 90 qui a secoué la Côte d'Ivoire. La FESI donc a vu sa création être portée sur les fonds baptismaux en lieu et place de l'ancienne organisation estudiantine et scolaire qui était le MESI. Et donc la FESI avait donc cet objectif de lutter pour véritablement, contrairement au MESI qui était, j'allais dire, une organisation inféodée au parti au pouvoir d'alors, à l'époque, au parti État. Et donc la FESI venait donc mettre, j'allais dire, une différence totale dans la défense des droits et la protection des intérêts des étudiants et des élèves en menant le combat pour une juste amélioration des conditions de vie des élèves et des étudiants. On se rappelle encore de la création du Zouglou,
qui accompagnait donc cette initiative, mais de 34 ans après son existence, donc de 1990 à 2024, ne peut-on pas parler de la FESI en nous interrogeant si nous ne sommes pas passés du syndicalisme au banditisme. Le syndicalisme, en même temps, c'est pour des droits de défense d'associations professionnelles. Là, on a affaire à des étudiants, c'est plutôt l'association. Oui, c'est une association qui s'est muée à un syndicat et qui fonctionne comme tel. Je peux vous dire que la longue liste donc, des crimes imputés ou commises par la FESI depuis celle de Thierry Zébier, vous vous en souvenez, qui avait été à l'époque accusé d'être un loupard au service du PDCI-RDA, et ce qui lui a valu de passer de vie à Trepas le 17 juin, plus précisément 1991, à la cité Mermoz à Cocody. Mais au-delà de Thierry Zébier, ce fut le cas également de Dodo, Habib Dodo, qui lui aussi est passé dans les mêmes conditions de vie à Trepas, après avoir été enlevé le 23 juin 2004 à Yopougon avant d'être exécuté à son tour. Donc les crimes s'allongent, mais également sur la cité universitaire, l'on constate des rackets, l'on constate des intimidations, l'on constate même que les enseignants n'ont pas pillon sur rue, les professeurs d'université n'ont pas pillon sur rue dans la mesure où la FESI dicte sa loi en empêchant même un enseignant de continuer à donner des cours par son incursion dans les amphithéâtres, en menant donc les professeurs à plier bagages et à mettre tous les étudiants dehors. Alors Herman, à quel moment on peut dire que ça tournait court? Parce que tel que Marius l'indique, normalement, initialement, il s'était créé pour défendre le droit des étudiants. À quel moment, selon vous, on est passé justement à la radicalisation de ce mouvement? Le problème de la FESI, et bon, je pense qu'on peut trouver une réponse à l'origine même de la FESI, de sa création, hein. C'était un mouvement syndical que la gauche, qui était l'opposition face au président Félix Houphouët-Boigny, avait mis en place. Donc c'était plus ou moins son instrument. Vous voyez la formation politique de la FESI et autres, depuis le début, c'est vrai qu'à côté des luttes syndicales pour revendiquer une bonne condition de vie des étudiants. À côté de cela, c'était vraiment un pouvoir fort un contre-pouvoir fort contre le régime en place. Mais après, la FESI n'a pas laissé cet habit d'aide, de soutien aux politiciens. Il n'y a pas seulement que, je veux dire, l'opposition classique à Houphouët qui a bénéficié des fruits, de la lutte de son action. On a vu la guerre des machettes, c'était Guillaume Soro, ancien secrétaire général de la FESI, qui était opposé avec d'autres étudiants, donc Charles Blé Goudé qui en ce moment qui était le secrétaire général. Donc aujourd'hui, on voit bien que la FESI, d'une manière ou d'une autre, a aidé plus ou moins les... Selon vous, elle a toujours été aux ordres, c'est ça? Non, pas aux ordres. Elle a été plus ou moins manipulée ou bien utilisée par des forces publiques. Mais moi, je veux dire que c'est vrai aujourd'hui, c'est justement à cause de leur dérapage, Marius Komoué en parlait, que depuis quand même un certain nombre d'années, certains, on avait... Parce que le pouvoir, le président Ouattara, quand il est venu, c'était pour leur dire, parce qu'on connaît sa manière de fonctionner, vous ne mettez pas le bordel, enfin, le bordel c'est un peu trop dit, le désordre au sein des universités, dans l'enseignement supérieur. Si vous voulez exister, voilà. On avait même... Donc, on les a regardés. Mais quand le pouvoir les regarde fonctionner, effectivement, il y a eu des secrétaires généraux, comme je disais, qui ont essayé d'amener certaines réformes. Jusqu'à la Sinclair, c'est vrai que de moins en moins, on entendait des problèmes parvenus de la FESI. Et lorsqu'on a vu, nous tous aussi, on va terminer. Lorsque le récent congrès qui a mené, l'AG élective qui a mené le jeune C. Kambou à venir, on a vu le conflit qu'il y avait. On avait même ici révélé que dans le futur, on serait arrivé à cela. C'est déplorable ce qui arrive aujourd'hui à la FESI, mais bon, je pense qu'il y avait déjà les gemmes de cette fin-là. Élisée Bolobo, hier, vous appeliez justement à la dissolution de ce mouvement. Vous avez écouté un peu l'historique, Daoud a rappelé les faits, Herman a
posé des points assez importants. Vous, aujourd'hui, vous dites qu'il faut toujours dissoudre ce mouvement, ne plus avoir d'associations estudiantines qui réclament quoi que ce soit sur les campus universitaires? Mais je pense qu'il faut avoir le courage de dire les choses telles qu'elles sont. Je ne sais pas pourquoi en Côte d'Ivoire, on tente toujours à biaiser les choses. La FESI n'était plus un syndicat, la FESI n'est même pas une association d'étudiants, la FESI est purement et simplement une milice. Une milice, c'est pas trop fort? Mais moi, je l'ai dit ici, sur ce plateau ici, devant Alain Sinclair. Je lui ai dit, est-ce qu'il ne pense pas que la FESI est une milice? Il s'en est emporté ici, mais aujourd'hui, les faits me donnent raison. Et ça, tous les Ivoiriens qui observent la vie estudiantine, l'enseignement supérieur depuis un certain moment, savent que la FESI se comporte comme une milice. S'il est vrai qu'au début de sa création, les raisons qui ont motivé sa venue, c'était de travailler ou de moins de se battre pour l'amélioration des conditions de vie des étudiants, mais il faut avoir l'honnêteté que très vite, cette organisation s'est muée en une milice. Dès l'instant où elle avait la protection absolue des gouvernants. Sur les différents régimes, la FESI vivait, mais ici on a eu des scènes surréalistes. La FESI est rentrée dans un commissariat pour en faire ressortir un des membres qui avait été interpellé. Mais attends, quand on arrive à ce niveau de déliquescence là, mais l'État a disparu. C'est pas possible. Une association fût-elle aussi puissante ne peut pas se comporter comme ça dans un État qui se veut un État normal. Donc je pense qu'à un moment donné, il faut qu'on ait le courage de le dire. Ce n'était plus un syndicat, ce n'était plus une association d'étudiants. En plus, même, c'est ahurissant de parler des syndicats. Mais attends, le rôle d'un syndicat, ou du moins, c'est quoi un syndicat? Un syndicat, c'est une organisation dans laquelle on milite librement. Et qui défend où on n'impose activités. On n'impose pas aux autres étudiants notre point de vue, où on n'impose pas aux autres étudiants ce qu'on prend comme décision. Tout le monde n'est pas syndicaliste, tout le monde n'est pas fessiste. Alors, voilà, on peut laisser le droit aux autres étudiants de vivre leur vie estudiantine comme elles l'entendent. Ce qui n'était plus le cas depuis un bon nombre d'années. Et là, pour moi, on était vraiment dans une milice, à la limite même dans du gangstérisme, il ne dit pas son nom. Élisée, vous nous dites là, sur ce plateau, que vous constatez que la FESI aurait été à chaque fois aux ordres et protégée, surprotégée. C'est ce que vous dites? Je dis et je répète, c'est un secret de polichinelle. La FESI a été aux ordres des hommes politiques. Si, dans les années 90, la naissance de la FESI était pour contrer le Messie, comme l'a expliqué Marius, et peut-être lutter pour une amélioration des conditions de vie des élèves et étudiants, mais à partir des années 99-2000, la FESI avait dévoyé carrément de sa vision. La FESI était aux ordres des politiciens. La FESI était totalement protégée. C'était une milice, un bras séculier des forces, des acteurs politiques. Il ne faut même pas qu'on se voile. C'est une réalité. On a vu ici les accointances entre les FESIS et les hommes politiques, et les leaders, et les pouvoirs. On a vu ça ici. On a vu les FESIS qui étaient très proches des responsables de l'État, qui étaient très proches et qui étaient quasiment même, j'ai dit, des directeurs de campagne ici, de certains acteurs politiques. On a tous vu ça ici. C'est des réalités. Il ne faut pas qu'on se voile la face. Il faut avoir l'honnêteté de le reconnaître. Moi, je dis et je répète, la FESI avait dévoyé de son chemin. Et dès l'instant que c'est le cas, il n'y a plus de raison qu'elle puisse exister. Très bien. Une bonne fois pour toutes, je répète et je dis, cette suspension doit se transformer en une dissolution totale et absolue. En même temps, j'ouvre le téléphone pour ceux qui aimeraient intervenir, le 98 070. Le 98 070, nous aimerions vous écouter et donner votre point de vue sur la situation de la FESI aujourd'hui. L'arrestation du secrétaire général national, Sié Kambou. En même temps, Élisée parlait de dissolution. La FESI avait déjà été dissoute sous Bédié. Daouda. Oui, mais au-delà de tout, j'entends et je comprends le point d'Élisée quand il parle de dissolution, mais je pense que dissoudre la FESI, c'est un peu trop fort. Est-ce que selon vous, c'est nécessaire de dissoudre la FESI ou c'est une obligation pour l'État aujourd'hui? Non, moi je me dis, je ne suis pas forcément pour la dissolution, mais je suis pour une réforme profonde de la FESI. C'est-à-dire? Pourquoi? Parce que dans la loi ivoirienne, les élèves et étudiants ont aussi le droit de s'unir dans une association. De s'associer. C'est un droit constitutionnel. Donc, Élisée, malgré toute la colère qu'il peut avoir et que je partage avec toi, sincèrement, on ne peut pas empêcher les étudiants ivoiriens de se mettre en association. Première chose. C'est vrai, ce que tu dis. La FESI, à un certain moment de sa vie, a eu des comportements déviationnistes. À quel moment, justement? À quel moment on a eu ces moments? Ayons le courage de le dire quand on sait que depuis les années 80, qu'on appelle ça, 2000, on a vu la FESI véritablement mener des combats politiques. Et je vais vous rappeler... Instigés par les hommes politiques. Je vais même vous donner des noms. Dernièrement, oui. M. Damana Adia Pikas a fait une sortie publique lors d'un meeting Qu'a-t-il dit? où il accuse Blé Goudé de n'avoir pas soutenu M. Laurent Gbagbo
en 2000 contre Guy Robert. Or, Charles Blé Goudé était en ce moment-là secrétaire général national de la FESI. Est-ce que c'était le rôle de M. Charles Blé Goudé en ce temps-là d'aller soutenir M. Laurent Gbagbo? Et il a dit publiquement. C'est public, c'est sur les réseaux sociaux. Et je mets quiconque au défi de me dire qu'il ne l'a pas dit. Première des choses. Donc, j'estime que la FESI a été instrumentalisée depuis les années 90 jusqu'à pratiquement 2010-2011. Même quand je pense bien que après la crise post-électorale, ces activités avaient été suspendues. On parlait même de, comment on appelle ça, de dissolution encore. Il a fallu beaucoup de tractations pour que finalement, M. Assis Fulgence. Ok, je laisse. Vous terminez votre phrase. Non, allez, c'est votre problème. Avec le téléphone. Très bien. Mais n'oubliez pas, monsieur Assis. Non, je note ça. Bonsoir, monsieur, rappelez-moi votre nom, je vous prie. Monsieur Kouassi, vous appelez Dabobo. Oui, madame. Quel est votre point de vue sur la situation de la FESI aujourd'hui? Je rejoins certains éléments qui ont déjà été développés sur le plateau, à savoir que la FESI a été créée en fait pour avoir le correspondant du MESI, pour pouvoir aider les partis politiques à entrer en politique. La FESI est née dans ce contexte-là. Donc déjà, à la base, la FESI était un bras séculier, comme on le dit sur le plateau. Ce qui se passe, c'est que chaque pouvoir qui arrive l'utilise. L'histoire des machettes, l'histoire des tiris des pieds, ce n'est pas nouveau. Mais chaque parti vient l'utiliser. Et quand on n'a pas pu enrôler l'ensemble de la FESI, chacun crée sa dissidence. L'histoire de dissoudre la FESI, ça ne date pas d'aujourd'hui. La FESI a déjà été dissoute. Mais la DSI renaît de ses centres. Et maintenant, ça a plusieurs têtes. Et quand un membre gêne l'ensemble du corps, on se mange. Voilà ce qui se passe. Je redoute qu'aujourd'hui, on veuille dissoudre la CECI. Ça ne marchera pas. Parce qu'à la veille des élections, chacun va vouloir contrôler la CECI comme bras séculier pour faire campagne. Donc, madame, c'est une milice. Comme le dit, je crois que c'est pour le... Élysée qui l'a dit, oui, tout à fait. Voilà. Je pense que la seule chose, c'est de reconnaître son état vrai de la FESI, qui est une milice et dissoute. Pour que l'histoire des étudiants en syndicat soit de vrai. Sinon, la FESI, c'est un bras séculier. Et chacun l'utilise. Malheureusement, aujourd'hui, chacun a son bout. Très bien. Les différentes sessions, c'est dû à ça. Merci beaucoup. Merci. Vous nous appelez Dabobo. Merci infiniment à vous, monsieur Kouadio. Merci. Il a reconnu, enfin, il adhère donc aux propos d'Élysée, il dit que la FESI est un bras séculier qui a été créé justement pour être un bras au profit donc de certains politiques et que la dissolution, comme Élysée l'a sollicité depuis hier, du mouvement, voilà, je préfère aller là-dessus, ne servirait à grand-chose parce qu'elle renaîtrait de ses cendres. Daoud, on était avec vous. Merci beaucoup. Et je disais que après les années 2011-2012, Assis Fulgence, dit AFA, a essayé d'apporter sa pierre à l'édifice en réformant. Secrétaire général. Secrétaire. On a vu Makelele, je pense que tu en parlais tout à l'heure, qui a fait ses efforts. Malheureusement... Quand vous dites faire ses efforts ou essayer d'apporter une pierre à l'édifice, c'est de changer l'âme du mouvement? De changer l'âme du mouvement pour éviter la violence. Il fut un moment où c'était difficile de rentrer au campus en tant que... quand on n'était pas étudiant. Mais aujourd'hui, au campus de Cocody, depuis Assis Fulgence et Makelele, les gens qui sont pas étudiants peuvent aller au campus, faire du sport, sortir, il y a de la sécurité, il y a tout. Mais malheureusement, il y a eu 2 morts. 2 morts de trop. 2 morts de trop qui aujourd'hui criminalisent la situation. Moi, je pense que c'est vrai, même si la FESI a ses défaillances, mais il faut aussi reconnaître qu'elle a aussi mené des luttes qui ont apporté du bien-être aux élèves et étudiants de Côte d'Ivoire. Pour ma part, il faut la réformer. Je vais terminer par ça parce que je n'arrive pas à comprendre, c'est vrai. Mes sincères condoléances à la famille de Diagué Mars. Mais 49 ans, étudiant, ça pose problème. Quand on sait que le plus jeune médecin, il a 20 ans. Pharmacien, il a 20 ans. Christelle, à 20 ans, 25 ans, on a déjà quitté le campus. Donc pour moi, la réforme de la FESI on doit regarder les textes, réformer l'âge limite
pour militer à la FESI. À partir des 30 ans, il faut s'arrêter. Donc pour vous, le mouvement doit exister, mais il faut reformer. Il faut le réformer. Alors, juste avant une Herman, précision. justement, Marie, je viens avec vous, justement. D'accord. Précisez et puis je vous poserai la question. Non, je disais tout simplement pour le cas de Diagoué, il faut rappeler qu'il a fait la crise ivoirienne. Il a fait la prison à la suite de la crise ivoirienne. Et donc, pendant 8 ans, il était encore étudiant quand il a fait la prison. Et donc, ressorti, il a poursuivi ses études. C'est ce qui justifie donc qu'à cet âge, il soit encore étudiant. Mais les autres, avec quel âge? Ah non, ils sont nombreux. Avec quel âge? Très bien. C'est Kambouli, avec quel âge? Makelele que nous avons reçu ici, avec quel âge? C'est de ça qu'il s'agit. Non, je ne conteste pas vos propos, je ne fais qu'ajouter. On va prendre un appel, messieurs. Ah, il est parti. Alors, on reste justement. La question d'âge, on reviendra là-dessus. Marius Komoué, mon point est le suivant. Est-ce que notre appelant a dit, c'est pas vous allez dissoudre, ils vont renaître de leur cendre? Oui, mais écoutez, comment justement on peut arriver à aller à cette conclusion-là? Il a dit, et c'est une évidence, les étudiants, les élèves sont en droit, au regard de nos textes, de se constituer en association pour la défense de leurs droits et la protection de leurs intérêts. Oui, mais là, c'est un coup dur là qu'ils vivent. Mais dans le cas de la FESI, qui a dévié totalement de ses objectifs, de sa trajectoire, des objectifs qui l'ont vu naître, très bien. Il y a lieu donc d'y s'y pencher. On part à Marcory pour écouter M. Anno Eric. M. Anno, bonsoir. Merci d'être avec nous. Bonsoir, Christelle. Oui, alors, votre point de vue sur la situation à la FESI? Faut dire que je suis travailleur, donc j'ai été élève étudiant avant de l'être. Ici à Abidjan comme à Boaké. Et j'ai vu la FESI agir à plusieurs reprises. Mais la FESI interrompt les cours au campus, dans les grandes écoles, dans des écoles primaires, et voire même maternelles, parce qu'il y a des écoles maternelles dans des écoles primaires. Moi, aujourd'hui, j'ai 45 ans. Excusez-moi de le dire, paix à son âme. Je suis directeur d'une entreprise. Quand on a un âge au-dessus du mien, et que la vie ne nous a pas facilité la tâche et qu'on est encore étudiant, on cherche à faire ce qu'il faut pour sortir du cursus étudiantin pour aller dans le monde du travail. On a l'impression que être FESI est une carrière professionnelle. C'est pas un travail. Des gens sont faits. Comment des gens peuvent avoir le bac depuis 15 ans? Ils ne sont pas en médecine. Ils sont dans des filières de master qui sont censées être des filières de 5 années. Ils sont bacheliers depuis 10 ans et plus. Mais on ne les exclut pas. Il faut qu'on nous explique comment quelqu'un peut faire 10 ans à l'université pendant que, comment on appelle ça, il doit faire 5 ans pour faire son master. Les enfants sont traumatisés. La FESI a des agissements qui sont vraiment traumatisants. Et pour les élèves, et pour les étudiants, et pour les premiers. Et je conclue pour dire que c'est la faute aux politiciens. Parce que la FESI est parrainée par les politiciens. Tant que la FESI sera parrainée par les politiciens, ça ne s'arrêtera jamais. Très bien. Ça ne s'arrêtera jamais. Il faut que les gens aient l'honnêteté de pouvoir reconnaître que la FESI a trop fait et qu'il faut discuter la FESI et qu'il faut passer à des associations de clubs d'anglais, associations de, comment on appelle ça, sciences éco et autres. Ça fera que ces associations-là vont exister, elles seront moins puissantes, elles seront moins utilisées par les hommes politiques. Très bien, monsieur. Il n'y aura pas des secrétaires généraux et autres. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Il est temps de dissoudre la FESI et de passer à autre chose. Merci beaucoup. Il faut que les hommes politiques nous expliquent pourquoi est-ce qu'on peut autant choyer ce mouvement-là et leur permettre de faire tout ce qu'ils font depuis 90 jusqu'à maintenant. Merci, monsieur Anno. Merci de votre point. Alors, Herman, je me tourne vers vous, justement. FESI accusée de tous les maux, mais a-t-elle déjà, dans la vie de cette association, mené des combats en faveur des étudiants, Herman Aboua? Oui, dire que la FESI n'a pas mené des combats en faveur des étudiants, je crois qu'il y a plusieurs réformes, déjà à partir de 1997, lorsqu'elle a été officiellement... 90.
Bon, 90, c'était beaucoup plus l'aide à la cession au multipartisme. Mais à partir de 97, lorsque le ministre, comment on appelle là, le père à son âme, Francis Vaudier, était ministre de l'Intérieur, ministre de l'Enseignement supérieur de la recherche scientifique, la FESI a aidé dans les travaux pour la réforme de l'université. Donc, elle a continué. Il y a des combats spécifiques pour l'intérêt. Aujourd'hui, par exemple, si on prend qu'on appelle les jeunes qui viennent de partir, ils ont lutté aujourd'hui. La FESI, je parle de Afa et Makelele, ils ont pu obtenir qu'aujourd'hui, les étudiants qui étaient boursiers, par exemple, touchent directement leur paye. Avant, c'était une sorte de raquette autour. Il y a eu aussi d'autres combats, on ne va pas revenir sur eux tous. Mais moi, je pense que je ne vois pas, parce que c'est pas je ne veux pas qu'on spécifie la chose quand il s'agit d'organisation de réforme de la FESI. Je trouve que c'est beaucoup trop prétentieux. Parce que c'est prétentieux parce que ce sont des personnes libres qui se mettent ensemble. Ouais. Aujourd'hui, il faut plutôt parler de la réforme de la vie associative et syndicale dans le système éducatif. Non, lui, il parlait de la FESI, dans le système éducatif. Dans le système éducatif. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez, quand on regarde bien même la note, le communiqué du gouvernement, c'est la suspension de toutes les organisations associatives et syndicales dans le milieu universitaire. Parce qu'en réalité, c'est ça. Il y a la FESI à ses jumeaux, à Boaké, ailleurs et autres. Donc, il faut... Peut-être, allez-y, apprenez autre. On part à Yamoussoukro pour écouter Madame Kouassi. Madame Kouassi, bonsoir. Merci d'être avec nous. Oui, bonsoir Madame. Oui, merci d'être avec nous. J'ai été étudiante. Oui, allez-y. Donc, c'est pour expliquer deux faits que j'ai vécu. Allez-y, je vous en prie. À l'université de Allez-y, allez-y, nous sommes tout oui. En fait, je vous explique. Moi, j'étais en première année au niveau de la sociologie. Nous avons des cours avec des professeurs. Mais lorsque la FESI avait des informations à communiquer aux étudiants, ils exigeaient que le professeur arrête son cours. Ils nous obligeaient à écouter leurs informations. Alors qu'on n'était même pas concernés par l'information, nous, on était venus pour prendre des cours, pour nous informer. Et puis aussi, j'avais une amie qui se faisait draguer par un petit. Une fille qui était très belle, mais elle était aussi très intelligente. Donc elle, sa priorité, c'était ses études. Donc lorsqu'elle a refusé les avances de ce dernier, on l'a obligée à ne plus emprunter le bus. On l'a obligée à ne plus prendre le bus parce qu'elle avait refusé les avances. Effectivement. À chaque fois que le jeune homme de la FESI la voyait, il disait à ses gars, ne monte pas dans le bus. Parce qu'elle a refusé ses avances. Donc, j'étais obligée, vu que c'est ma copine, on empruntait le bac à juste en face de la police, vous voyez, l'école de police, là. Oui. Voilà, c'est là qu'on empruntait le bac à face. Très bien. J'ai une question pour vous. Est-ce que, justement, lorsqu'il y a eu cette situation, vous êtes allé vers les autorités, justement, de l'université pour dénoncer cet état de fait? On ne peut pas. Vous ne pouviez pas? Pourquoi? On ne peut pas. Pourquoi? Parce que l'autorité, c'est la FESI. Parce que à cette époque, l'autorité, c'était la FESI. L'autorité sur le campus, c'est la FESI. C'est la FESI. Les professeurs d'université n'avaient aucun droit. Il faut qu'on se dise la vérité. Je l'ai souligné. Très bien. Il faut qu'on se dise la vérité. Très bien. Il a fallu que nous, aujourd'hui, c'est vrai que nous, on gagne notre pain par la grâce de Dieu, parce qu'on a voulu forcément reçu, parce qu'on vient de familles pauvres. Mais il y a des personnes aujourd'hui qui sont dans la FESI, parce qu'ils gagnent de l'argent dans la FESI, il faut qu'on se dise la vérité. Ils gagnent de l'argent. Mais oui. Très bien. Donc, c'est ma petite contribution. Et puis, j'aime tellement votre mission que je voulais participer. Merci. Bonne soirée à vous. Merci beaucoup, madame. Vous nous appeliez de Yamoussoukro, je le précise. Alors, Herman n'avait pas fini son point, mais l'impunité m'intéresse et j'aimerais qu'on en parle avec Élisée. Herman, terminez votre point. Bon. On parle d'impunité ou bien je termine? Oui, non, terminez votre point, ensuite ce sera Élisée. Ce que je disais, c'est vrai qu'on peut constater qu'il y a une forme d'impunité. Aujourd'hui, quand on regarde, moi ce qui me dérange aujourd'hui dans la situation, c'est qu'au-delà, avant, lorsqu'il y avait quand même des brimades et autres, c'était dans un... Enfin, l'argument politique. Aujourd'hui,
le font parce qu'ils ont envie de tabasser leurs camarades. Ils n'ont pas peur de tuer. Vous avez dit un point qui est important. Vous dites avant, quand il y avait des brimades. Donc il y avait brimades avant. Mais oui, mais il y avait des brimades. Nous, on a vu des étudiants. Nous-mêmes, ce qu'elle a dit, ce sont des faits que tous les étudiants en Côte d'Ivoire vivent. Enfin, ça continue, je pense, mais à une certaine mesure. Aujourd'hui, effectivement, quand on questionne la FESI, la dissolution, il faut peut-être amener les dirigeants aujourd'hui, puisqu'on a un fait aujourd'hui qui est là, à décider eux-mêmes de l'incapacité à d'existence encore de leur mouvement. Parce que venir, la FESI, on sait comment c'est une force qui est très résiliente. Lorsqu'elle a souvent des pressions ou de façon légale, on la dissout, elle trouve une autre forme pour revenir. Aujourd'hui, on doit amener les acteurs eux-mêmes à constater leurs défaillances, leurs échecs 34 ans après, et puis accepter de voir dissoudre leur mouvement. Élisée Boloube, l'exemple de notre dernière appelante, la situation qu'elle a énoncée, la dame la jeune dame à l'époque qui se faisait draguer parce qu'elle avait refusé. Voilà, d'ici ça, on va parler français. Elle se faisait draguer donc, elle avait refusé, donc le buste lui était interdit. Alors, pourquoi les autorités universitaires n'avaient pas été approchées? Elle a répondu que l'autorité, c'est la FESI. Comment est-ce qu'on arrive justement, si tant est que nous sommes dans ces faits-là, arrive à cette situation, Élisée? Mais ça, c'est des éléments symptomatiques de tout ce dont on parle depuis un bon bout de temps. Vous savez, quand la dame elle explique comme ça, beaucoup ne perçoivent pas. Mais je vous assure, pour nous qui avons vécu en résidence universitaire, pour les étudiants... Vous étiez où, principalement? Moi, j'étais à la base navale, Port-Boutrois. Quand on dit base navale, c'est Port-Boutrois, c'est l'université de Port-Boutrois. Mais ceux qui ont vécu en cité universitaire, ceux qui ont vécu dans les lycées, comme les lycées classiques de Boaké, où j'ai fréquenté, où la FESI était très présente d'ailleurs, et à cause de l'université de Boaké, ceux qui ont vécu ces choses, qui ont vécu dans l'université, pardon, dans l'univers universitaire, Cocody, Abou Adjamé, tout ça, vraiment... Ça veut dire, quand nous on parle, ils comprennent ce qu'on est en train de dire. Peut-être que beaucoup d'hommes voient ça comme quelque chose d'une vue de l'esprit. Mais c'est une souffrance psychologique, une souffrance morale. Il y a des gens qui ont été marqués à vie, jusqu'à aujourd'hui, par les actes de la FESI, qui n'arrivent même pas à se défaire de ce traumatisme. C'est une réalité. Ils ont fait tellement de mal, je vous dis. Et tout à l'heure, vous posiez la question, non mais qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que la FESI, on ne doit pas... Daouda qui disait qu'on ne doit pas les dissoudre, on doit les réformer et tout ça. Mais la FESI n'est pas un État dans un État. Soit les pouvoirs publics estiment qu'ils sont incapables de gérer l'État, donc ils ne peuvent pas gérer la FESI, et puis ils nous le disent ouvertement, ou bien ils sont capables de gérer un État et puis ils établissent l'ordre. Mais la FESI n'est pas un mouvement extraordinaire qui, lui, a tous les droits pendant que les autres n'ont pas les droits. C'est un mouvement de voyous, de bandits. Il faut qu'on les traite comme tels. Un point, un trait. Ça, il n'y a pas de débat dessus. Moi, c'est pas trop fort, ça. Non. Je ne suis pas... Mais attendez, pourquoi le procureur lance un mandat d'arrêt? Pourquoi? Le procureur lance un mandat d'arrêt pourquoi? Le procureur ne lance pas un mandat d'arrêt contre Élisée Boloube parce qu'ils sont déplacés sur un plateau. C'est parce qu'il y a eu crime. Mais attends, qui commet des crimes? Quelqu'un qui commet des crimes, on l'appelle comment? C'est un criminel. Donc c'est le thème. Il ne faut pas qu'on essaie d'habiller les choses. C'est le thème. C'est des criminels. Ils doivent être traités comme tels, un point trait. Moi, j'estime que dans un État, le rôle régalien de l'État, c'est d'établir comment dirais-je, l'ordre. La FESI ne se comporte pas comme il se doit. L'État doit prendre les moyens, force reste à la loi, prendre les moyens, se donner les moyens de rétablir l'ordre. Moi, pour moi, on dissout la FESI. L'association, la Constitution consacre la liberté d'association. Mais la Constitution aussi consacre l'état de droit. Tout à fait. Donc quelqu'un ne peut pas être dans un état et faire tout ce qu'il a envie de faire parce qu'il s'appelle FESI. On le laisse faire. Non, pas du tout. L'état peut ordonner que la FESI soit dissoute. On donne la possibilité aux étudiants de se reconstituer, de mettre des associations civilisées, des associations qui sont à mesure de vraiment vivre la question universitaire. Et puis l'État évolue. Mais on ne peut pas laisser la main libre à un groupuscule de voyous qui va nous mener la vie dure. Marius Komoré, certains appelants ont insisté sur un point, que la FESI aurait été donc aux ordres d'hommes politiques. Pourquoi est-elle si importante pour que le politique s'y intéresse, Marius Komoré, si tant est que nous sommes dans ce cas-là? Mais il a dit, sans le nommer clairement, Élisée, la FESI est certes une ministre, comme on le voit aujourd'hui, mais elle est devenue aujourd'hui un groupe d'autodéfense dans une cité universitaire et qui règne en maître absolu. A dit vrai, les hommes politiques s'intéressent à la FESI dans la perspective des élections.
il y a certains hommes politiques qui font leur enrôlement grâce aux étudiants de la FESI. Ils contractent avec les responsables de la FESI. Ah, on a un appel. Nous partons à Yopougon, voilà, pour écouter M. Kofi. M. Kofi, bonsoir. Allô, bonsoir Madame Christelle. Oui, merci d'être avec nous, M. Kofi. Nous vous écoutons. Le merci est à vous. Bon, en fait, j'ai mon avis à donner en ce qui concerne les violences orchestrées par la FESI. Voyez-vous, j'étais étudiant à Nangui-en-Bourgois dans les années 2015 et 2016. Et pratiquement, les maîtres des lieux, c'était la FESI. On n'avait aucun mot, on ne pouvait vraiment pas faire quelque chose sans la FESI. Et aujourd'hui, nous nous rendons compte, je ne suis pas surpris des exactions qu'ils mènent face à leurs camarades. Vous voyez, des personnes d'une même entité, d'une même entité qui se livrent une guerre sans merci, pour des intérêts que eux seuls ils savent. Il y a plusieurs problèmes qui sont relevés à la FESI, notamment le pourcentage, la perception du pourcentage sur les bourses, et sur les comment dirais-je, l'acquisition des chambres. Oui. Donc, vraiment, c'est une mesure qui est vraiment bienvenue par rapport au gouvernement, que ça soit la dissolution de la FESI soit effective et totale. Parce que, je sais pas. Je peux qualifier la FESI même d'une organisation terroriste. Oh, parce que vraiment, oui. On n'est pas encore arrivé là, parce que le terrorisme a sa définition également. Mais je comprends votre point, je comprends. Oui, mais c'est plus que ça. Parce qu'on en a marre. On ne peut rien faire à l'université sans que la FESI nous impose. Très bien. Merci infiniment, monsieur. Merci. Marius, vous terminez votre point et Daouda justement va réagir par rapport à l'impunité. J'aimerais avoir son point. Si on s'en tient donc au communiqué de la FIDOP, oui. Ce jour, parce que... À son dernier point. On va lire si vous l'avez. Essayez de lire le dernier point. La FIDOP a été très claire à son point 4 en disant qu'au regard des informations circulant dans les milieux de la FESI, voudrait interpeller et prévenir, la FIDOP bien entendu, voudrait interpeller et prévenir les autorités du pays et la communauté internationale sur les risques d'incursion de certains hommes politiques dans l'espace universitaire qu'ils veulent contrôler en prévision des élections nationales à venir. Voilà donc ce qui est clair. C'est assez fort quand même. Mais c'est une enquête, c'est une organisation assez sérieuse. La Fondation internationale pour l'observatoire et la surveillance des droits de l'homme et de la vie publique. Voilà, c'est une organisation que dirigeait d'ailleurs notre ami Boga Sarkozy Hervé, qui désormais a cédé la main à un président intérimaire en attendant les prochaines élections pour élire un nouveau président. Très bien. Donc pour vous, ce paragraphe-là explique tout, expliquerait tout. Mais on se souvient, il faut le dire de façon claire et distincte, sous le président Houphouët, la FESI avait été instrumentalisée par l'opposition. Sous le président Bédié, la FESI avait été instrumentalisée par les hommes politiques de l'opposition. Question pour vous, a-t-elle été créée par l'opposition à cette époque-là? Ah oui, bien sûr. Qui ne le sait pas dans ce pays que la FESI a vu sa création qui est partie de la résidence d'un homme politique national et non des moindres. Voilà, et donc ça, c'est connu de tous et dans tout le milieu universitaire. Et d'ailleurs, les relations entre les premiers responsables de la FESI jusqu'à Guillaume Soro, se sont tellement effrités avec nos hommes politiques au point que, eh bien, on a constaté ce que nous avons constaté. On part à Mbadon pour écouter M. Kouadio Rodrigue. Bonsoir, M. Kouadio. Nous vous écoutons sur le sujet de la FESI. Vraiment, merci à vous d'être le plateau. Notre plaisir. Allez-y. Je tiens à dire merci au chef de l'État. M. Ouattara, qui est le premier chef de l'État à suspendre la FESI. Dans cette gangrène-là. Le deuxième, on va dire, le président Bédié avait déjà parlé de dissolution de cette organisation. Il a parlé de dissolution, mais il n'a pas acté. Selon vous, il n'a pas acté, très bien. Oui, le président de la République a acté. C'est une gangrène. Une gangrène au niveau de l'éducation nationale. Vous savez, madame, tous ceux qui ont fait l'école avant 90 n'avaient pas le courage de parler devant un professeur. Depuis l'avènement de la FESI en 90, tous les élèves ont un droit à un professeur, à casser les bus, à faire n'importe quoi à l'école, parce qu'on est fait partie de la FESI. C'est un laisser-aller qu'aujourd'hui nous sommes en train de payer très fort. Nos enfants ont peur d'aller à l'école parce qu'il y a la FESI qui est là. Ils n'ont aucun droit.
C'est la FESI qui fait la loi dans la cité et dans la ville. Sous le régime, excusez-moi, du président Gbagbo, vous avez affaire à quelqu'un qui dit il te dit carrément qu'il les a fait ici. Vous allez à la police, on ne peut rien faire. Idem pour encore sur le président Ouattara. Mais il a bien fait de couper cette gangrène pour que les enfants puissent aller à l'école seulement. Très bien. Franchement, excusez-moi, je vais finir pour dire. Allez-y. L'État a dégagé des milliards pour réhabiliter les universités. Et plus de personnes prennent l'école en charge, c'est-à-dire qu'ils vont être en otage, ils font ce qu'ils veulent, les restes sont en train de faire leurs cours, on fait des soutenances, parce que la FESI n'est pas présente, elle manifeste, on suspend tout. C'est pas l'État quand même. Je veux finir en vous remerciant pour M. Marius Kokomoué, son voisin. Merci beaucoup. Mes frères. Merci beaucoup, monsieur, de nous avoir appelés. Marius, on termine avec vous. Je termine pour dire tout simplement qu'effectivement, sous les régimes précédents, depuis 1990 jusqu'à ce jour, la FESI avait été régulièrement instrumentalisée par les hommes politiques. Ne pas le dire, ça fait preuve de malhonnêteté intellectuelle et ça, nous ne pourrions donc cautionner. Seulement, nous disons que sous le régime il fallait du président... contrôler l'école, c'est ça, Marius Komoé? Ah, mais il fallait contrôler l'école pour emmerder justement le régime qui était au pouvoir. Enfin, on va dire pour gêner, on va retirer le mot emmerder et dire gêner. Bon, plutôt, pour voilà. gêner par des actions de protestation en un point fini, eh bien, en appelant à des grèves, en appelant à des actions musclées des élèves. On se souvient que les dernières grèves de la FESI ont toujours fait du grabuge. Et donc, ça a été toujours important pour l'opposition d'avoir la FESI avec elle. Mais aujourd'hui, avec l'avènement du régime actuel, tout semble être très difficile. Et je pense que s'il y a véritablement un régime tel que nous le connaissons aujourd'hui dans ce pays, je pense qu'il est l'heure que le président de la République lui-même monte les créneaux et prenne une décision qui va naturellement permettre aux pères de famille, aux parents d'élèves d'avoir un ouf de soulagement face à une gangrène qu'est la FESI. Daouda, l'appelant l'a signifié, il a dit, c'est vrai que le président Bédié l'avait dissous, mais la décision prise là par le gouvernement montre que c'est sérieux et qu'on risque de ne plus revoir la FESI en tout cas. Pour ce que je suis en train réaction, ensuite on reviendra sur le plateau et même avec les intervenants, je pense qu'il faut rectifier l'information. Allez-y. La FESI n'a pas été dissoute. Parce qu'il faut donner la vraie information. La vraie information, c'est qu'en attente des conclusions de l'enquête, le gouvernement a pris la mesure de suspendre toutes les activités des associations et syndicats au niveau... Ça, c'est maintenant, hein? C'est ce qui a été pris. Oui, la FESI n'a pas été dissoute. Oui. Parce que ce qu'on entend, c'est... Non, il demande la dissolution. Ce n'est pas dissous, mais... Maintenant, pour revenir à la question de la dissolution, où j'ai dit à mon frère Élisée, je voulais lui dire d'aller doucement, parce que je comprends son ressenti vis-à-vis de la FESI. Même dit que c'est des... J'ai entendu intervenir parler des terroristes, de tout cela. C'est vrai, je peux comprendre, voilà. Il ne faut pas oublier une chose. La FESI, au-delà d'être une organisation syndicale, c'est un esprit qui est né dans la douleur et dans la souffrance. Elle a toujours su se réinventer. Donc, j'estime que si nous voulons véritablement couper la tête du serpent, il faut réformer les textes. Il faut réformer la FESI, lui mettre cet esprit-là, nous, on va le briser à la prière. Si c'est esprit-là, on va combattre ça à la prière. Élisée, tout doucement. On va combattre ça avec la prière. Élisée, tout doucement. Il termine, Daouda. Élisée, tu es quand même indiscipliné aujourd'hui. Allons-y, Daouda. On termine rapidement. Voilà. Donc, il faut pouvoir réformer véritablement la FESI et réformer les organisations au niveau du campus universitaire. Mais une chose, pour l'impunité dont vous parlez. Oui, rapidement. Sincèrement, je le dis. S'il y a eu crime, si 2 personnes sont mortes et que M. Sié Kambou est coupable, qu'il soit jugé et condamné et mis dans la ligne de la détention. Personne n'est au-dessus de la loi, ni même Sié Kambou. Donc, après ça, est-ce qu'on va ostraciser tous les organisations estudiantines à cause d'un seul groupe? Très bien. Merci beaucoup. Alors, l'instruction donc suit son cours. On attendra de recevoir les conclusions de l'enquête. Pour l'instant, les faits sont là. Le secrétaire général national de la FESI et certains de ses amis ont été donc arrêtés hier. C'est une actualité que nous allons suivre et développer avec vous, chers téléspectateurs. À tout à l'heure.
Merci d'être avec nous pour la seconde partie de ce temps d'antenne. Nous allons maintenant axer notre conversation avec nos amis qui sont toujours là, Herman Laboie, Élisée Boloubeu, Marius Komoé, Daouda Coulibaly, sur la rencontre avec les partis et les groupements politiques, les organisations de la société civile et la presse. Évidemment, ce sont les préparatifs de la révision de la liste électorale 2024-2025 en prélude aux élections à venir. Mais si on va faire un tour de table avec les avancées ou les points justement à retenir pour les populations, l'effet qu'elles s'inscrivent massivement sur la liste. Marius, allez-y. Alors, nous sommes heureux. Qu'est-ce que vous retenez de cette rencontre-là? Hier, nous évoquions justement la question de la gratuité des pièces exigées et exigibles pour non seulement changer de bureau de vote, mais également pour les nouveaux requérants qui souhaitent donc être sur la liste électorale. C'est vrai que la CEI avait fait un communiqué précédemment, mais nous sommes vraiment bien heureux que cette rencontre entre les partis politiques de l'opposition et la commission électorale indépendante, avec à sa tête son président, a mis tout le monde d'accord sur la gratuité de ces différentes pièces, dont le certificat de certificat de domicile. Ça communiqué, on le oui, savait ça vient déjà. d'être communiqué officiellement et de façon claire et distincte que désormais, pour changer de bureau de vote, relativement à la confection d'un certificat de résidence, c'est gratuit. L'attestation de résidence fiscale, c'est gratuit. Les personnes figurant sur une liste électorale et souhaitant modifier les données personnelles doivent présenter toutes ces pièces, mais de façon gratuite. Ils n'ont qu'à se déplacer dans les commissariats, dans les trésors publics, et pour pouvoir se faire délivrer les documents, y compris dans nos tribunaux, pour les certificats de nationalité. Très bien. Alors, Daouda, nous saluons l'initiative parce que nous pensons, hier nous le disions, nous avons beaucoup souffert financièrement. Et si on permet aux populations désormais d'avoir ces documents de façon gratuite, nous saluons donc l'initiative du gouvernement à travers la CEI. Très bien. Alors Daouda, on revient avec vous sur le point de la radiation des électeurs décédés. À une certaine époque, c'était lors du contentieux qu'il fallait donc ressortir les doublons, les personnes qui n'étaient plus en vie, on va le dire ainsi. Mais aujourd'hui, le mode opératoire change. Oui, le mode opératoire change effectivement. Désormais, pour la radiation de toutes les personnes qui sont décédées, les familles peuvent venir avec seulement peut-être l'acte de décès. Lorsqu'on va voir le nom de la personne sur la liste et demander à ce qu'on enlève le nom. Et ça va commencer du début du processus pour aller jusqu'au contentieux. Mais plus loin, ce que j'aimerais dire et qui a été véritablement un succès pour moi, je ne vais pas revenir sur les anciens, c'est que désormais, ils ont laissé la latitude à ceux qui ont 17 ans, qui, à partir de mars 2025 jusqu'à cette date-là, on leur permet de s'inscrire parce qu'on sait qu'en octobre, ils allaient avoir 18 ans. C'est une avancée majeure. C'est une avancée majeure parce qu'effectivement, les griefs de l'opposition aujourd'hui, c'était de permettre que ça puisse courir, de sorte à ce que ceux qui allaient avoir 18 ans jusqu'à cette période-là, bon, c'est une problématique qui a été levée. Et puis, la dernière chose, c'est qu'il y a 12 089 lieux de vote qui inclut 1088 nouveaux lieux de vote dans tout ce processus-là. C'est applaudir aussi. Oui, c'est applaudir. Et sincèrement, comme je me le suis promis et je l'ai dit à tout le monde, chers jeunes, ne vous faites pas compter cette histoire. C'est bien de discuter, de débattre, mais allez-y vous inscrire sur la liste électorale. Après, les autres discussions, on va le faire. Mais dès maintenant, allez-y. Donc vous aussi, puisque vous aviez dit... Moi, je suis déjà sur la liste. Ah, très bien, c'est parfait. Je suis déjà sur la liste. Élisée Boloubeu, votre point. Alors, cette rencontre qui a duré assez longtemps, on va dire 3 heures ou 4 heures, qui s'est tenue dans une ambiance bon enfant, les partis politiques et la CEI ont essayé, en tout cas, d'harmoniser leur position. Oui, en tout cas, quand on a en mémoire encore ce qui s'est passé à Paris il y a quelques semaines en arrière, à aujourd'hui, on peut vraiment se féliciter de l'ambiance dans laquelle s'est tenue cette rencontre-là, vraiment de façon cordiale, de façon conviviale. En tout cas, je tenais à saluer toutes les organisations politiques et les organisations de la société civile et le président de la CEI et son équipe, en tout cas pour ces échanges-là qui se sont déroulés dans une ambiance assez responsable. À la différence de Paris. Et vraiment dans la courtoisie. Ça, c'est quelque chose pour moi qui est fondamental à relever. Deuxièmement, je note une chose qui m'a beaucoup plu, c'est que certains partis politiques et certaines organisations de la société civile ont fait des propositions. On a estimé qu'on pouvait améliorer le processus actuel en faisant un certain nombre de propositions. Des propositions à laquelle le président de la CEI a été totalement ouvert, en tout cas qu'il a apprécié, mais il a tenu à faire une précision. Laquelle? Celle selon laquelle il y a des propositions qui en réalité ne relèvent pas de ses compétences.
Et ça, il tenait vraiment à être très clair avec tout le monde. Il a dit qu'il y a des propositions qui ont été faites qui ne relèvent pas de sa compétence. On peut citer une ou deux, juste pour éclairer. Bon, il y a certains qui avaient souhaité, par exemple, que pour ce qui est de la révision de la liste électorale, on pouvait remodifier le mécanisme d'abord sur les questions de délai et puis voilà, et puis sur les questions, je veux dire, de pièces afférentes. Et il a dit que la CEI est l'émanation, il a précisé, est l'émanation et de la loi et des arrangements politiques, des accords politiques. Donc lui, il voudrait plus les ramener dans le cadre où ils ont l'habitude de faire ces accords, c'est-à-dire le dialogue politique, afin que si éventuellement ils s'accordent, cela fasse l'objet d'une loi qui lui l'oblige désormais à prendre... Voilà, donc ça aussi, il a fait cette précision. Mais il a dit qu'il restait totalement ouvert à échanger s'il y a des incompréhensions sur certains sujets, en tout cas à discuter. Et ça, c'est une attitude que j'ai appréciée et c'est ce qu'on demande justement. Herman, Élisée a fait le comparatif entre la rencontre que le président de la CEI a eu à faire à Paris avec nos confrères de la diaspora, nos frères de la diaspora, et puis cette rencontre-là qui s'est passée dans une ambiance bon enfant. Les uns et les autres ont échangé avec une série de questions-réponses auxquelles s'est prêté le président de la CEI. Quel est votre postulat, Herman? Déjà, il faut dire que cette rencontre, c'était à l'endroit des leaders de groupements politiques, de partis politiques et des organisations de la société civile qui travaillent sur la thématique justement des élections. Moi, je pense que c'est effectivement 4 heures d'horloge, les échanges étaient bons enfants. Ça a permis aux différents intervenants de porter des points qu'il a notés. Je prends par exemple le cas de la digitalisation de l'état civil, la digitalisation même du processus électoral. Aujourd'hui, quand même, je pense qu'on a l'expérience dans nos écoles. Lorsqu'on veut inscrire les enfants, on fait l'inscription, tout cela en ligne. Donc, je veux dire qu'on a des compétences ici qui pourraient nous créer des applications digitales pour faire en sorte que dans chez soi, qu'on puisse, avec des pièces afférentes exigées, s'inscrire sur une liste électorale et non pas forcément se rendre à un lieu, à une période de l'année. Tous ces mécanismes qui est un peu, je veux dire, physiques, là, ça freine un peu la capacité de la CEI à pouvoir actualiser annuellement, comme l'exigent les dispositions légales. Il y a ce point-là, l'audit de la liste électorale. Il y a certains qui ont porté cela. Il y a un parti politique même qui avait dit que eux, ils ont pris le temps de regarder la liste électorale actuelle, qu'il y a 2 084 000 personnes pour lesquelles il n'y a ni parents, ni père, ni mère dans les informations qui sont concernées. Bon, donc je veux dire que ce sont des éléments que le président Kuiber doit noter et puis essayer de toucher. Pour terminer rapidement, alors, quand je viens par exemple, lorsqu'on réussit par exemple au niveau de la CMU à un temps record, parce que lorsqu'on a ouvert la CMU de 2019 à 2020, en peu de temps, on a pu quand même avoir 2 millions de personnes qu'on a pu enrôler. Très bien. Ce mécanisme-là, ça a pu aider à enrôler un certain grand nombre de personnes. Pourquoi est-ce qu'on n'essaie pas avec cette même expérience, puisque l'objectif est qu'on puisse enrôler 4 millions de personnes, qu'on dit aujourd'hui là, qui traînent les pieds. Mais Herman, le point que vous soulevez va nous emmener encore à un autre débat. On sait très bien que le processus de la CMU n'est pas pareil. Ce sont des éléments que les intervenants ont soulevés. Très bien, mais en même temps, on essaie d'y répondre. Le processus de la CMU ne correspond pas, n'est pas le même que le processus de la révision de la liste électorale. Je n'ai pas dit que c'est le même, mais je veux dire que le mécanisme utilisé pour qu'en un temps record, on puisse avoir, aujourd'hui on a près de 8 millions de personnes enrôlées dans le cadre de la CMU. Ça veut dire qu'on a des obligations. Je rappelle que pour contracter une assurance, c'est quelque chose qui est libre. Mais pour une fois, l'État a trouvé le mécanisme pour pouvoir... Allez-y, pour pouvoir contrer, mais je veux dire, pour pouvoir contrer, l'État a trouvé le mécanisme pour pouvoir faire en sorte que les personnes, pas de façon contrainte, puissent aller, pour faire leur bonheur à leur place. Très bien, merci beaucoup. Messieurs, si on veut soulever ce débat-là, on ne pourra pas terminer. On sait bien que la CMU, donc projet de l'État de Côte d'Ivoire... Il y a des éléments de précision. Très bien, tout doucement, messieurs, tout doucement. Bon, j'espère que j'aurai le cas aussi de... Tout doucement, mais non, ce n'est pas le dernier sujet, s'il vous plaît. On est d'accord que ce n'est pas le même processus, point. On reviendra là-dessus. Notre prochain sujet, messieurs, et vous le savez tous, nous allons parler maintenant de Gabriela Battier.
ou la légitime révolte. Et c'est avec Aline Magui Kofi, originaire de Dimbokro, c'est ça, Dimbokro. Voilà. La région d'Unzi en Côte d'Ivoire, elle est professeure de lettres, conférencière et chargée de bibliothèque qui nous produit donc cette œuvre-là, Gabriela Battier, ou la légitime révolte. Bonsoir madame. Bonsoir madame. Merci d'être venue nous voir ce soir avec ce livre, Gabriela Battier ou la légitime révolte. Quelle est justement, d'où vient la capacité de décrire ce livre? Vous parlez de quoi justement dans ce livre-là? Bon, en fait, je suis écrivaine dans l'âme, parce que ça fait longtemps que oui, depuis le collège. C'est vrai que j'ai mis un peu de temps avant de produire mes premières œuvres. Bon, et là, c'est la quatrième œuvre, s'il vous plaît? C'est la deuxième. Et il y a 2 qui vont sortir dans quelques jours. Très bien. Et j'ai un nombre quand même d'écrits déjà, de manuscrits, de tapisseries près, pratiquement. En tout cas, j'écris tous les jours. Bon, l'histoire de Gabriela Battier, c'est une histoire, disons, l'histoire de beaucoup de jeunes filles, disons. Beaucoup de jeunes filles, malheureusement négligées, un peu négligées. Je ne parlerai pas de ségrégation parce que c'est un peu fort. Négligées par certains parents qui ont gardé un peu l'âme, disons, une âme de vieux jeu. Voilà. Quelle est la trame de ce livre? Il faut comprendre bien ce vieux jeu dont vous parlez. Voilà, j'y arrive. En fait, c'est l'histoire d'une jeune fille qui a été négligée, qui a été oubliée, qui n'a pas été inscrite, qui n'a pas été scolarisée, parce que c'est une fille, puisqu'elle fait partie d'une fratrie de 3 personnes. Elle est au milieu, il y a un garçon qui est l'aîné, il y a le Benjamin qui est un garçon aussi. Et bizarrement, les 2 autres ont été scolarisés et on l'a omise, prétextant qu'elle était trop fragile, etc., etc. Et la jeune fille va se battre elle-même pour se scolariser. Autodidacte. Dieu merci, elle va y réussir. Et donc, voilà en gros ce que vous racontez dans ce livre-là. Voilà. Très bien. Alors, Marius Komoé, votre regard sur cette œuvre-là, Gabriela Battier, notre auteur, nous a donné un peu la trame, la scolarisation de la jeune fille. La jeune fille, voilà. C'est le quotidien de la majorité de notre société. D'ailleurs, c'est les raisons pour lesquelles nos gouvernants déploient justement tous les efforts pour la scolarisation de la jeune fille. Quand on se rappelle donc du parcours de la jeune Gabriela, tel que décrit par l'écrivaine, il est clair que le message qu'elle veut partager à l'ensemble de la communauté nationale et internationale, si d'ordinaire le livre doit aller un peu plus loin, c'est d'inviter les uns et les autres à la scolarisation de leurs enfants. Et je loue d'ailleurs cette initiative, c'est vraiment bien écrit. C'est de cela dont nous avons besoin. Très bien. Et je pense que devenir indépendante financièrement aujourd'hui, contribuer à la vie donc, de la société en naissant dans une famille qui du reste croulait sous le poids des difficultés, je pense qu'aujourd'hui c'est le quotidien de la plupart. Merci beaucoup Marius pour votre contribution. Daouda, question? Légitime révolte, est-ce qu'on est en train d'assister là au combat d'une féministe? Et deuxième question, est-ce que vous vous considérez comme une féministe? En fait, vous avez déjà posé la question dans la première aussi. Non, mais comme il y a l'histoire de Gabriela et il y a vous... Voilà. Est-ce que vous êtes féministe au total? Bon, c'est un mot qui est un peu fort. Je suis pour les efforts des femmes. Peut-être que c'est un terme qui est un peu vague. Les efforts des femmes, c'est-à-dire? Les efforts, c'est-à-dire les femmes doivent fournir un effort pour s'auto-suffire. Voilà, s'auto-suffire, c'est très important. Parce qu'aujourd'hui, bon, peut-être que c'est être féministe, je ne sais pas. Mais c'est un mot qui est un peu fort, je trouve. Parce que je suis aussi pour les valeurs ancestrales. Le respect du mari, le respect des aînés. Ok, donc pour vous, votre vision du féminisme, c'est celle-là qui... L'autosuffisance concernant les femmes. Et qui est au-dessus donc de la masculinité qui domine, c'est ça? Tout ça, des femmes, voilà. Donc c'est très important parce qu'aujourd'hui, la société est telle que... Il y a beaucoup de difficultés. Exactement. Il y a beaucoup de difficultés dans les foyers, dans les familles. Je ne parle pas de femmes mariées forcément, je parle des familles même. C'est un peu difficile, il faut que la femme aussi joue sa partition. Quand elle ne travaille pas. Quand elle ne travaille pas, c'est difficile de joindre les 2 bouts. Il faut aider le mari, il faut aider les enfants. En aidant le mari, on aide les enfants aussi. Je pense. Écoutez, Herman. Je vous ramène à la page 22, au chapitre 2. Vous évoquez la fugue. J'imagine que c'est la fugue de Gabriela Battier. C'est ça. Vous écrivez, c'est-à-dire que dans un style de prosaïque, vous avez convoqué quand même des vers. Je vais lire quelques vers. Vous allez nous dire ce qui vous a inspiré à les énumérer. Aux humains le jour, aux batraciens la nuit. Reine, nous sommes dans le bourg. Quand le soleil s'enfuit,
à nous le monde. Pourquoi est-ce que vous convoquez ici des vers, ce genre poétique-là, dans une nouvelle que vous tracez en prose? D'accord. En fait, si vous avez vérifié un peu le début, je fais une description vraiment de l'environnement. Et bon, j'estime que la littérature ne devrait pas être fermée. Les gens ne devraient pas être fermés. Vous avez vu que c'est juste un petit passage. C'est comme une mélodie, une chanson que vous voyez un peu. Les grillons, dans une chanson, les grillons, disons... c'est imagé, très imagé. Voilà, oui. c'est imagé. En fait, c'est pas... Moi, j'estime que c'est pas... On peut le faire. Ça peut... Bon, c'est mon Est-ce que style ça à moi. illustre la fugue que vous évoquez dans le Mais livre? non, mais ça, c'est l'environnement que je décris. La fugue, ça vient. Ça vient parce que, si vous permettez, je dis les grillons, j'ai fait une description. C'est-à-dire, comment je peux dire ça? Je fais camper déjà les personnages. C'est vrai que les grillons, c'est des animaux, c'est des insectes, pardon, mais c'est un peu des personnages qui participent déjà à l'envol de Gabriela Battier. Très bien. Gabriela Battier qui va, à l'instant, chercher à partir pour chercher son avenir. Ces solutions. Élisée Boulbeux. Ok, je voudrais juste savoir, est-ce que la trame de ce livre est l'expression d'une histoire personnelle ou l'histoire d'un proche, d'une proche? Et puis, quels sont les retours que vous avez éventuellement? Parce que je suppose qu'en écrivant ce livre, c'est pour éveiller des consciences, attirer l'attention des gens. Oui. Aujourd'hui, quels sont les retours que vous avez concernant ce livre? Bon, je vais commencer par... La première? Voilà. C'est ça. En fait, ce n'est pas une histoire personnelle, mais c'est une histoire que j'ai vue, que j'ai su. Ce n'est pas une histoire personnelle. Dieu merci, moi j'ai été scolarisée. Mon père était, c'est vrai, vieux jeu, il était instituteur, mais il a scolarisé tout le monde. Donc c'est une histoire auquel vous avez assisté, à laquelle vous avez assisté, dis-moi. Pareil. Et effectivement, les retours sont bons parce que je suis enseignante et les enfants qui ont lu sont venus, Madame, merci, parce que vraiment, ce que vous dites là, c'est bien. Et j'ai vu des jeunes filles qui n'ont pas été scolarisées, j'ai vu les conséquences de ce manque de scolarisation. Donc j'ai été interpellée immédiatement. Je dis, mais non, il faut que j'écrive, je donne un peu ma partition. Je joue un peu ma partition en ce sens-là, c'est-à-dire éveiller un peu les consciences. Je sais que je ne suis pas la première à le faire, il y a d'autres gens qui l'ont fait. Mais vous faites bien. Mais pourquoi pas? Très bien. Daouda? Je pense que j'ai été victime plus ou moins de phallocratie. Pourquoi? C'est vrai que je suis un homme, je ne vais pas raconter l'histoire, mais je vous demande clairement, parce que quand je regarde ce livre, la trame, concrètement, je vois un combat contre la phallocratie ambiante. Donc vous, en tant qu'autrice, en tant que femme, quelle solution peut-on trouver aujourd'hui dans ce 21e siècle-là contre la phallocratie, le patriarcat exagéré? La puissance du patriarcat. Alors, elle va répondre à la question. Même si vous êtes attaché aux valeurs ancestrales. Quand même. Allez-y à la réponse. Le patriarcat exacerbé. Très bien, allez-y. C'est l'excès qui est le problème, en fait. En toute chose, c'est l'excès qui pose problème. C'est-à-dire, je veux dire, quand on exagère un peu sa façon de penser, quand on exagère un peu sa façon d'agir, c'est normal qu'un père revendique son côté paternel. C'est tout à fait normal, à mon sens. Mais il faut, avec le temps qui change, on est au 21e siècle, le temps évolue. Il faut aller un peu avec son temps. Je suis contre l'excès de phallocratie, comme vous dites. Il ne faut pas être aussi carré. Voilà, il ne faut pas que les pères soient aussi carrés dans la mesure où les choses évoluent. Vous voyez, souvent des parents qui refusent de scolariser leurs enfants. Mais au bout du compte, ça leur pose problème. Je vais expliquer. Imaginez un père qui n'a fait que des filles. Et puis il ne va pas les scolariser parce que c'est des filles. Vous voyez? Plus tard, quand il sera vieux, qui va s'occuper de lui? C'est-à-dire qu'il faut qu'ils comprennent que scolariser ces filles, sans être phallocrate, enfin sans être exagéré, bien sûr, c'est tout bon pour lui. Très bien. Herman? Moi, je vous ramène encore une fois. J'espère que j'ai répondu à votre question. Vous avez répondu, rassurez-vous. Vous avez répondu à ma question. J'avais même une anecdote pour vous, mais après. Ça sera off. Je vous ramène au livre. Quelle est la fin pour Gabriela? Et puis, finalement, c'est quelle leçon que vous souhaitiez faire passer? Quel message à la fin de l'histoire pour Gabriela? Gabriela a réussi son projet. Elle a pu se scolariser, c'est ce dont elle rêvait depuis enfant. Et c'était le but, ça a marché. Et donc, moi, j'estime que les jeunes filles qui, jusqu'à aujourd'hui, ont été délaissées, c'est vrai que certaines n'ont plus leurs parents, mais je pense qu'elles peuvent
Si se elles remettre, veulent, bien sûr. Voilà, se mettre dans la situation de Gabriela Battier, afin de se scolariser, faire des cours du soir. Il y a plusieurs possibilités pour avancer un peu quand même mentalement, intellectuellement aussi, et puis socialement. Pour une révolte légitime. Merci. Alors, Gabriela Battier ou la légitime révolte, Aline, Magui, Kofi, vous en êtes l'auteur. Oui. Et c'est votre deuxième œuvre. C'est ça. Merci d'être venu nous présenter cette œuvre-là. Est-ce que les écoles de Côte d'Ivoire auront l'honneur de vous recevoir en conférence pour présenter votre œuvre? Oui, en fait, l'œuvre a été écrite l'année dernière, mais c'est maintenant même que je fais la promotion. Et je prévois quand même parcourir les établissements parce que le thème interpelle beaucoup les jeunes filles. C'est d'actualité. Vraiment C'est même d'actualité. Très bien. Voilà. Merci en tout cas d'être venue, Madame Aline Magui Kofi. Merci d'être venue. Notre émission se termine. Merci Herman, Élisée Boloubeux, Marius Komroui, Daouda Koulibaly. Merci à vous, très cher. Merci à vous, chers téléspectateurs, de prendre de votre temps chaque jour l'effet de nous regarder. Merci de vos commentaires sur la toile. Merci à tous. Juste après, nous, ça sera Fouteuse de trouble. Après Fouteuse de trouble, de vrais matchs avec Brézing et Kevin. Et les programmes continuent sur Live TV. Bonsoir.